In this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette toute première vidéo de Strike Team. Cette présentation fait partie d'un groupe de 4 vidéos, 4 formations sur le trading d'options. La première aujourd'hui vous présentera les généralités sur les options. La deuxième, dans quelques jours, vous expliquera ce qu'est une option d'achat. La troisième vidéo vous expliquera ce qu'est une option de vente. Et enfin, la dernière présentation, nous vous expliquerons ce qu'est le spread sur option et comment l'utiliser. Alors maintenant, je vais vous présenter le plan de cette première vidéo sur les bases des options. Nous verrons tout d'abord pourquoi utiliser l'option. Ensuite, nous verrons un concept extrêmement important dans le cadre des options et du trading d'options. Le concept est donc deux concepts qui sont la possession d'actifs et le contrôle d'actifs. Ce sont deux notions très importantes et fondamentales à comprendre. Nous verrons ensuite qu'est-ce que sont les options, puis la composition d'une option. On va la désosser, on va démonter pièce par pièce et on regardera comment elle est composée, de quoi elle est faite. Et enfin, nous regarderons deux exemples, un exemple théorique et un exemple un peu plus complet. Allez, on commence tout de suite par voir donc pourquoi utiliser les options. Alors dans nos présentations, nous allons parler souvent de l'investisseur standard ou l'investisseur normal. Donc d'abord, on va déjà définir qu'est-ce qu'un investisseur standard. Alors un investisseur standard, c'est un investisseur qui n'a pas ou peu de notions de gestion du risque face au marché. Contrairement à un investisseur confirmé ou un investisseur éclairé qui, lui, sait gérer le risque et sait avoir une gestion du risque professionnelle ou avertie. Donc, pour l'investisseur standard normal, il y a grosso modo deux directions de marché. Le marché qui part à la hausse quand les prix vont vers le haut, ce que l'on appelle un peu plus techniquement le marché bull ou bullish. Et à l'inverse, il y a le marché à la baisse. Quand les prix baissent, le marché bear ou bearish. Donc l'investisseur standard va utiliser une stratégie et une seule stratégie, qui est la suivante. Il va rentrer sur un point déterminé du marché, sur un prix, et espérer que ce prix monte et qu'il soit face à un marché haussier, afin de sortir un peu plus haut et de dégager donc une plus-value entre son prix d'entrée et son prix de sortie. Cependant, si le marché ne part pas à la hausse et part donc dans la direction inverse, l'investisseur sortira donc au plus bas, donc par rapport à son prix d'entrée, et engendrera donc une moins-value, donc une perte. La différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie. Donc deux types de marchés, le marché bull et le marché bear. Cependant, il y a un troisième type de marché qui est un peu moins connu par l'investisseur standard.
c'est le marché latéral. Donc on va rentrer sur un prix à un instant T et quelques mois, quelques jours plus tard, on ressortira et le prix n'aura pas bougé. Et on ressortira soit avec zéro gain, zéro perte, mais plus souvent avec un peu de perte qui correspondra donc aux frais engendrés par la prise de position. Cette direction, on l'appelle range ou sideways. Alors, face à ces trois marchés, quelles sont donc les probabilités de succès pour l'investisseur standard si il affronte ce marché avec une seule stratégie qui est finalement d'acheter un actif et d'attendre, ce que l'on appellerait en anglais le buy and hold, sur un marché donc espéré à la hausse. Et bien, vu qu'il y a trois marchés, les probabilités de succès sont de environ 33%, soit une chance sur 3. En revanche, les probabilités d'échec avec cette seule stratégie de acheter et attendre, buy and hold, sont de 66% environ, soit 2 chances sur 3. Donc il faut bien que nous soyons ensemble d'accord sur ces trois types de marchés afin de pouvoir appréhender le marché avec ses statistiques et ses probabilités de succès ou d'échec. Trois marchés, haussier, baissier et ce qu'on pourrait appeler neutre, latéral, range ou sideways. Alors finalement, face à ces trois directions de marché, à quoi vont servir et pourquoi utiliser les options? Il y a deux grandes utilités aux options. D'abord, vous allez pouvoir, dans un but de croissance, trader ces options afin de faire du profit sur un point d'entrée, un point de sortie, un peu comme sur une stratégie normale. Vous allez pouvoir les trader. La deuxième utilité, c'est l'utilité la plus connue des options, c'est une utilité de protection face au marché. C'est une sorte d'assurance face au marché. Vous possédez des actions et vous voulez assurer vos positions, vous voulez assurer votre investissement et donc vous allez prendre une option. Alors maintenant que nous avons vu pourquoi utiliser l'option, nous allons voir quelque chose d'extrêmement important, que sont les deux concepts de possession d'actifs et de contrôle d'actifs. Alors tout d'abord la possession. Qu'est-ce que c'est que le concept de possession d'actifs? Eh bien vous possédez, quand vous achetez une action, vous possédez finalement une fraction de la compagnie en question ou du sous-jacent. Vous devenez donc propriétaire d'un morceau de cette compagnie. Et dans ce cadre-là, vous ferez une plus-value si l'action monte et ça vous permettra de sortir un bénéfice. Le problème sur le concept de possession, c'est que certaines actions qui sont extrêmement valorisées, c'est-à-dire qui coûtent cher, prenons l'exemple d'Amazon, qui est aujourd'hui aux alentours de plus de 3 000 € l'action, et ben, une action à 3 000 €, tout le monde ne peut pas se l'acheter. Donc le coût d'acquisition est cher et ça va vous réduire les opportunités d'investissement en fonction de vos capacités d'investissement. Beaucoup d'actions, on prend Amazon, donc plus de 3 000 €, on prend Tesla, c'est la même chose, ce sont des actions très intéressantes, très dynamiques et dont tout le monde parle en ce moment, mais tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir acquérir et posséder ces actions en investissant dedans. Maintenant, nous allons voir le concept de contrôle d'actifs. Alors, le contrôle d'actifs, ça veut dire que vous allez posséder le droit de posséder une petite partie d'une entreprise. Vous avez donc acheté un droit. Vous possédez le droit de quelque chose et ce quelque chose, c'est le droit de posséder. Donc c'est une phrase un peu tarabiscotée, mais quand vous contrôlez, vous possédez le droit de posséder. Vous pouvez faire du profit en contrôlant une action que quelqu'un d'autre souhaite posséder finalement. Donc c'est pas vous qui allez posséder l'action, vous allez contrôler l'actif ou l'action de quelqu'un d'autre. Et contrairement
à la possession, vous allez pouvoir contrôler des actions plus chères pour une fraction du prix d'achat. C'est-à-dire qu'on reprend l'exemple d'Amazon à plus de 3000 $, vous allez pouvoir, via le contrôle et via les options, vous allez pouvoir contrôler cette action avec une somme inférieure au prix d'achat si vous aviez décidé de posséder l'action, de l'acheter. Alors, que sont les options? Si on prend la définition de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers, donc les options sont des produits financiers dits dérivés. Donc on parle bien de produits dérivés. Ce ne sont pas des actions. Nous n'avons pas les sous-jacents, nous n'avons pas les actifs, nous n'avons pas les actions, les devises, etc. Ce sont donc des dérivés de produits financiers. Et comme on l'a vu plus haut, ça vous donne le droit d'acheter ou de vendre une quantité d'actifs pendant une période et un prix convenu à l'avance. Et pour cela, vous allez payer une prime pour acquérir ce droit. C'est le prix de l'option pour acquérir ce droit. La définition qui est sous vos yeux de l'AMF, c'est très bien, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc un contrat d'option est composé de 4 éléments. On a donc ce fameux droit d'acheter l'actif, le A. Maintenant, cet actif, il va falloir définir à quel prix vous voulez l'acheter. Donc le prix d'exercice, le prix de ce droit, le prix à quel prix vous voulez acquérir cet actif. Donc c'est le P. C'est ce qu'on appelle aussi le strike ou le prix d'exercice. Dans le contrat, dans l'option, il y a aussi une troisième partie qui est la notion de temps, le T. Donc ce droit d'acheter cet actif, ce sous-jacent, il va vous être donné pendant une période déterminée à l'avance. Et enfin, il y a le C, le coût de ce contrat, qui est le prix que vous allez payer pour avoir le droit, la possibilité d'acquérir ce sous-jacent. Prenons l'exemple que un Français sur deux connaît normalement, le cadre de l'achat d'une résidence particulière, d'une maison. Donc d'un côté, on a un propriétaire qui souhaite vendre sa maison, et lui, il souhaite vendre sa maison à 100 000 €. Il y a de l'autre côté un acheteur qui est intéressé par la maison, et lui, il se propose d'acheter cette maison, et pendant le temps de réflexion, le temps de monter le dossier, le temps de réfléchir, il propose d'avoir la possibilité de réfléchir pendant 30 jours. Pour avoir ce droit, il fait un dépôt de garantie de 1 000 €. Donc dans cet exemple, propriétaire, maison, acheteur, dépôt de garantie, durée du dépôt de garantie, on a bien les 3 éléments d'une option que sont l'actif, le sous-jacent, ici la maison, le prix de vente par le propriétaire, 100 000 €. Nous avons aussi le T, le temps, qui correspond à la durée de validité du contrat. Et enfin, on a bien le C, le coût de ce droit, qui est ici de 1 000 €. Donc on en retrouve bien le A, P, T, C d'une option, les 4 parties d'une option. Donc finalement, un Français sur 2 environ a déjà manipulé une option, ou a déjà fait face à une option, ou a déjà signé, acquis un droit et une option par rapport à un sous-jacent. Alors, dans le cadre de cet exemple, quels sont les risques et les profits pour chacune des parties? D'un côté, il y a donc le propriétaire. Les risques pour lui, c'est que pendant la durée de ce contrat, de cette option, il ne va pouvoir vendre la maison qu'à une personne. Il ne pourra pas vendre la maison à quelqu'un d'autre. Il n'y a que celui qui a signé le contrat d'option avec le propriétaire qui pourra acheter la maison. Donc ça lui limite les acheteurs. Il n'a qu'un
interlocuteur qu'un acheteur. L'autre risque, c'est que sa maison, finalement, elle est bloquée pendant 30 jours. Pendant 30 jours, en parallèle de n'avoir qu'un acheteur, cette contrainte est bloquée, enfin cette contrainte va durer donc une période de 30 jours. Donc c'est les deux risques. Le risque d'avoir qu'un acheteur et le risque d'avoir sa maison bloquée pendant 30 jours. En revanche, au niveau des profits, le propriétaire, lui, va gagner 1000 €, que la maison soit vendue ou non. Donc, quoi qu'il arrive, le propriétaire gagnera 1000 €, soit le coût de l'option, soit le dépôt de garantie. Alors maintenant, au niveau des acheteurs, enfin de l'acheteur. Alors je parle des acheteurs parce qu'on va avoir donc deux profils en rapport avec ce qu'on a vu précédemment. Le profil qui veut posséder et le profil qui veut contrôler. Le premier profil, c'est celui qui veut posséder. On a Jean qui veut absolument vivre dans la maison, c'est là où il veut passer ses vieux jours, passer sa retraite, et donc il souhaite posséder cette maison. Donc les risques pour lui, c'est de perdre 1000 €. Par exemple, si l'État décide dans les 30 jours de construire une ligne à grande vitesse à 100 mètres de la maison va perdre en valeur dans les 30 jours, et lui, il perdra ses 1000 € parce qu'il n'achètera pas la maison, il n'exercera pas son droit, et il perdra donc ses 1000 €. Ou s'il y a un défaut dans la maison, ou si la maison où il change d'avis, il a trouvé une maison mieux ailleurs, lui, son risque, c'est de perdre son dépôt de garantie, de perdre le coût du contrat, les 1000 €. Au niveau des profits, ce qu'il va gagner en revanche, c'est qu'il va pouvoir acheter la maison pour 100 000 € et y vivre dedans. Au niveau des profits aussi, la maison va pouvoir s'apprécier dans le temps et Jean pourra revendre sa maison dans 10, 20 ou 30 ans et la maison se sera peut-être appréciée dans le temps, aura pris de la valeur et il pourra revendre dans 10, 20 ou 30 ans la maison 200 000 € ou 150 000 € en fonction du marché. Et là, il pourra sortir donc une plus-value sur son investissement. Donc Jean, lui, possède la maison, veut posséder la maison et veut vivre dedans. De l'autre côté, on a Paul. Paul, lui, il veut contrôler la maison. Il n'a pas du tout envie de vivre dedans. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de contrôler ce sous-jacent, de contrôler cette maison. Donc les risques pour lui sont les mêmes que Jean. Si il n'exerce pas son option, il a la possibilité de perdre donc 1000 €. En revanche, il contrôle une maison de 100 000 € sans avoir déboursé les 100 000 €. Il a sorti 1000 € pour acquérir le droit de contrôler la maison, mais le sous-jacent vaut 100 000 €. Un autre profit pour lui, c'est qu'il a la possibilité, finalement, dans les 30 jours, de trouver quelqu'un qui veut payer la même maison, ou sa maison, enfin la maison qu'il a en contrôle, plus cher. Même exemple, l'État décide pas de construire la voie ferrée du TGV à 100 mètres de la maison, mais à 5 km ou 10 km dans la ville à côté de la maison. Du coup, la maison, dans les 30 jours, va gagner en valeur. Par exemple, Paul pourrait, dans les 30 jours, trouver quelqu'un d'autre qui, au vu de cette information comme quoi la ville à proximité de cette maison va recevoir le TGV, vouloir acquérir cette maison pour un prix de, par exemple, 115 000 €. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que va gagner Jean? Il va trouver quelqu'un d'autre qui veut acheter la maison à 115 000 €. Du coup, il aura fait un profit qui sera la différence entre la valeur de la maison de son contrat et la valeur à laquelle il a vendu la maison ou trouvé l'autre propriétaire ou l'autre acheteur à 115 000 €, donc une plus-value de 15 000 € moins les 1000 € de l'option, moins les 1000 € de dépôt de garantie, donc une plus-value finale de 14 000 €. Donc Jean, pour être clair, il a contrôlé la maison, le sous-jacent avait un prix,
100 000. Ce sous-jacent, pendant la période où il avait le contrôle sur la maison, a pris 15 000 euros, donc c'est monté à 115 000 euros. Et il a trouvé un acheteur pour la même maison qui était prêt à payer 115 000 euros. Du coup, plus-value pour Paul, 15 000 euros moins 1 000 euros égale 14 000 euros. Pour faciliter un peu votre réflexion, on va partir sur deux exemples, un exemple théorique et un exemple un peu plus pratique. Attention, ce sont bien des exemples, ce ne sont pas, et ça ne sera jamais des conseils d'investissement. C'est vraiment pour vous faire comprendre le principe des options et de comment ça marche, comment ça fonctionne. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les contrats d'options sur les marchés marchent par 100. Un contrat d'option de style américain, sur des options américaines, c'est toujours avec des multiples de 100. Un contrat égale avoir le contrôle sur 100 actions. Le terme américaine n'a rien à voir avec le fait que ce soit des actions américaines ou européennes. On peut avoir des actions américaines qu'on peut optionner avec des options américaines et des actions européennes que l'on peut optionner avec des actions américaines. On verra plus tard dans d'autres vidéos, on vous expliquera exactement quelle est la différence entre des options américaines et européennes, mais là on va parler d'options américaines qui marchent avec le multiple de 100. Un contrat d'option égale avoir le contrôle sur 100 actions. Donc prenez l'exemple fictif de l'action ABCD. Le prix d'exercice que l'on souhaite est de 100 $. Et on souhaite contrôler ces actions pendant 30 jours. Et le coût d'acquisition de ce droit est de 3 $. Donc on retrouve bien APTC, l'actif, le prix, le temps et le coût. Sur un graphique simple, donc on a à droite le P, le prix auquel on voudrait acquérir l'action à 100 $, donc le prix d'exercice, et le cours de l'action est aussi de 100 $. Donc ça peut arriver que le cours de l'action soit à peu près égal au cours d'exercice, au P. Et on l'a mis comme ça pour l'exemple. On verra l'exemple concret, c'est pas tout à fait ça. Donc on va dire qu'on va vouloir contrôler Sect Actif ABCD pendant 30 jours. Sect Actif a une cotation actuelle de 100 $. Et nous, on met un prix d'exercice à 100 $. Et ça va nous coûter donc 3 $. On fait ça pourquoi? Parce que nous, on a estimé que l'action ABCD, elle a de fortes chances de prendre donc 10%, donc de monter à 110 $ dans les 30 prochains jours. Donc, je vais d'abord vous expliquer le seuil de rentabilité, donc à partir de quel moment on va pouvoir gagner de l'argent. Donc, le seuil de rentabilité avec un contrat d'option, le trading d'un contrat d'option, c'est le P plus le C, donc le prix d'exercice que l'on souhaite, plus le coût d'acquisition du droit. Donc là, le P est de 100, le coût d'acquisition est de 3 $. Du coup, le seuil de rentabilité, la zone, le cours à partir duquel on va commencer à gagner de l'argent, sera établi à 103 $. Donc, le coût du contrat. Le premier cas de figure, le cours monte exactement où vous voulez qu'il aille dans les 30 jours à 110 $. Du coup, comment on va pouvoir ressortir de la rentabilité? À 110 $, on ne va pas dire je veux exercer mon droit, je veux absolument donc acquérir les 100 actions. On va dire, et on va chercher donc à revendre ce contrat, donc à trouver un acheteur qui est prêt à racheter ce contrat à racheter le contrat au niveau de 110 $. Du coup, la plus-value, le gain que l'on va avoir sera donc la différence entre le prix à laquelle on va revendre notre contrat, donc 110, moins donc le coût du contrat de 3 $, donc notre gain sera de 7 $.
à partir du seuil de rentabilité jusqu'au moment où on va revendre notre option. Donc j'insiste bien, on n'est pas en train de dire qu'on va exercer le droit d'acquérir, on est en train de dire qu'on va revendre l'option à 110 $. Et du coup, on va avoir un gain de 7 $, bien sûr à chaque fois fois 100. Donc là, pour être vraiment clair avec vous, l'action cote 100 $, on achète une option avec un prix d'exercice à 100 $ qui nous coûte 3 $. La vraie dépense, le vrai investissement, ça a donc 3 $ fois 100, donc on a investi 300 $. On revend ce droit à 110 $ et on récupère donc 700 $. 300 $ investis, retour et gain 700 $. Donc ça c'est très bien, ça c'est quand tout va bien et que le plan se déroule exactement comme prévu, mais imaginons le cours ne part pas dans la bonne direction et ABCD ferme ses portes et malheureusement ça tombe à 0 dans les 30 jours. Votre perte maximale sera de combien? La perte maximale sera du coût du contrat. 3 $ fois 100, donc 300 $. Et pourquoi? Parce que vous ne possédez pas les actions. Si vous aviez pris et acquis les actions à 100 $, vous auriez perdu la différence entre 100 $ et 0, si c'est tombé à 0. Là, ici, comme vous n'avez pas les actions, bah, si l'action baisse, vous n'êtes pas concerné, donc votre perte sera limitée. Limitée au coût du contrat, au C, 3 fois 100 $, donc 300 $. Voilà comment fonctionne une option sur une action A, B, C et D. Je vous laisse calculer et vous nous mettez en commentaire la rentabilité de cet exemple et on échangera dessus en commentaire. Donc ça, c'est vraiment la théorie, comment ça fonctionne et quel est le principe. Maintenant, je vais vous présenter un exemple un tout petit peu plus concret. On va partir sur l'action Coca-Cola. Donc, à gauche, vous avez le cours de Coca-Cola avec son ticker KO. Le cours actuel est de, enfin actuel, le cours de l'exemple, c'est un screenshot, donc forcément, on n'allait pas regarder, ça a sûrement changé. 52,86,5, donc 52,86, c'est le cours de l'action. À droite, vous avez ce qu'on appelle une chaîne d'options. On reviendra dessus dans une autre vidéo, c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre le principe. Donc, le cours à gauche, 52,86, et on va aller chercher à avoir le droit d'acquérir Coca-Cola à un prix qui à peu près correspond au cours, donc ici 53 $. Et sur une durée de 30 jours, pareil, donc avec une échéance au 7 mai. Et on va payer pour ce droit 1,02 $ sur une option sur Coca-Cola. Donc on retrouve bien le A, le sous-jacent, Coca-Cola. On retrouve bien le P, le prix d'exercice, le prix de l'option, 53 $. On retrouve bien le temps jusqu'au 7 mai. Et on retrouve le C, le coût, 1,02 $. Donc si on reprend le tableau précédemment, on va avoir l'action Coca-Cola avec un P, un prix d'exercice à 53 $ et à gauche donc le cours à 52,86. Au niveau du temps, on part sur 30 jours, un mois à peu près, et on a dit que ça allait nous coûter donc 1,02 $. On va espérer et on pense dans cet investissement que, et on va pas espérer, on pense que l'action Coca-Cola va prendre 5% dans 30 jours. Donc on met une prise de profit entre guillemets à 55,50 $. 52,86 plus 5%, 55,50 $. Notre seuil de rentabilité, on a dit que c'est le prix d'exercice plus le coût, le P plus le C. Donc le P 53 $,
le C 1,02$, P plus C égale 54,02$. Le seuil de rentabilité sera donc à 54,02$. La zone à partir de laquelle on va pouvoir commencer à gagner de l'argent avec notre contrat d'option sur Coca-Cola est à 54,02$. Donc au niveau du coût total, ça va nous coûter donc 1,02$ fois 100, donc un investissement de 102$. Même chose, le plan se déroule comme prévu, le cours atteint les 55,50$ et c'était notre prise de profit, enfin notre, je vais dire take profit, mais notre, oui c'est la prise de profit, on l'avait prévu à 55,50$ et on va revendre notre contrat à quelqu'un d'autre qui est prêt à acheter à 55,50$. Donc le gain sera la différence entre notre seuil de rentabilité et notre prise de profit à 55,50$, soit 1,48$ fois 100. Le gain, 148$. Donc investissement 102$, gain, si l'action prend 5%, 148$. Même chose, Coca-Cola dans les 30 jours fait faillite, ça ferme, l'action coule à 0, c'est la catastrophe. Quelles seront vos pertes? Les pertes seront le coût du contrat, quoi qu'il arrive, 102$. Vos pertes seront limitées. Au niveau de la rentabilité, je vous laisse faire le calcul. 102$ d'investissement, 148$ de gains et de profit. Je vous laisse faire la petite règle de 3 pour avoir la performance de l'investissement. Je vous laisse mettre le résultat en commentaire et on vous répondra dans les commentaires. Voilà, donc possession d'actifs, possession, achat d'options, enfin achat de contrat, achat de droits, et donc performance avec ce que l'on appelle un effet de levier. Mais un effet de levier contrôlé, sécurisé et maîtrisé. L'effet de levier, on en entend souvent parler à raison comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Maintenant, l'effet de levier qui serait en passant par une option, vu que c'est un contrat, vous êtes en train de d'écrire en quelque sorte qu'est-ce qu'il se passera dans le futur et quelles sont vos possibilités dans le futur si le cours atteint tel ou tel niveau. Ou si le cours, la compagnie ferme, l'action tombe à 0, quelle sera votre perte maximum prévue à l'avance? Quel sera votre gain maximum? Ça, vous le prévoyez avec un seuil, un niveau de prise de profit. Et dans la théorie, sur l'exemple que je viens de vous donner, la perte est limitée et le profit est infini. Mais ça, c'est mathématique et théorique. Du coup, le profit, il peut aller, tant que l'action monte, vous pouvez être en profit dans la durée du contrat. Voilà pour cette première vidéo sur les options. J'espère que ça vous a permis de comprendre certaines choses. J'essaye de faire les choses le plus simplement possible. Vous verrez souvent que les options, dans l'univers du trading, il y a dans l'univers du trading, dans l'inconscient du trading, les options, c'est souvent réservé à des investisseurs soi-disant, enfin pas soi-disant, à des investisseurs aguerris, etc., et expérimentés, donc ça c'est vrai, mais nous pensons que les options peuvent être une excellente opportunité et une façon d'investir et de trader beaucoup plus contrôlée, beaucoup plus maîtrisée que de rentrer sur le marché et d'espérer et d'attendre que ça monte. On ne subit pas le marché, on le contrôle. On sait à l'avance ce qu'on va gagner, enfin ce qu'on potentiellement on peut gagner. En revanche, on sait exactement ce que l'on peut perdre et quoi qu'il arrive, c'est un contrat. Et une fois de plus, on contrôle le marché, on contrôle le sous-jacent. On n'est pas propriétaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, YouTube,
Instagram, je sais pas trop comment l'utiliser. Enfin, je sais comment l'utiliser, mais je sais pas trop comment mettre. Comment ça peut être intéressant pour vous d'avoir du contenu via Instagram. Twitter, on est aussi sur Twitter. Une fois par semaine, on vous présentera notre portefeuille et nos opérations. Ce n'est pas du conseil d'investissement, c'est juste de la présentation de ce qu'on fait, du témoignage et de l'échange sur de l'investissement. Gardez la pêche, on reste dispo pour répondre à vos questions sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à bien sûr vous abonner et à cliquer sur la cloche et tout. Ça va nous aider à sortir de plus en plus de contenu sur du contenu francophone, sur les options, sur la toile. Gardez la pêche et à bientôt. Ciao!